Bienvenue sur cette nouvelle conférence de votre communauté, le réseau eau. Cette conférence est co-organisée avec l'ASTE et le sujet abordé aujourd'hui traitera de la récupération et de l'utilisation de l'eau de pluie. Bernard de Gouvelot, chercheur au laboratoire LESU à l'ENPC, vous présentera d'une part les travaux du groupe de travail de l'ASTE ayant réalisé le guide récupération et utilisation de l'eau de pluie que vous pouvez aller télécharger, du moins commander sur le site de l'ASTE, qui est indiqué, enfin le lien du site de l'ASTE est indiqué sur la page de formation, comme vous l'aurez peut-être déjà vu. Et Laure Grand-Emmerich vous exposera le contexte réglementaire de la réutilisation de l'eau de pluie. Les objectifs seront de vous partager les éléments à prendre en compte pour la réalisation d'un projet de récupération de l'eau de pluie, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer une exploitation pérenne des installations. Laure Grand-Emmerich, ingénieur agronome du génie sanitaire, est chargé des dossiers de protection de la ressource et usagers des eaux non potables des eaux non potables au sein du ministère chargé de la Santé. Après avoir occupé un poste consacré aux données sur l'eau et au rapportage européen, Laure Grand-Emmerich s'est orientée vers la fonction publique territoriale où elle a animé un contrat eau multithématique au sein d'un syndicat intercommunal. Après son retour au bureau de la qualité des eaux de la Direction générale de la santé, elle a été chargée successivement des dossiers assainissement, puis réutilisation des eaux non potables, puis protection de la ressource. Laure Grand-Emmerich travaille sur la thématique de la réutilisation des eaux non potables depuis 5 ans. Laure, bonjour. Bonjour. Bernard de Gouvelot est ingénieur diplômé de l'École centrale de Lille et titulaire d'une thèse en urbanisme de l'École nationale des ponts et chaussées. Après des travaux de recherche consacrés à la gestion de l'eau en Amérique latine, il a intégré en 2001 le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, où il a développé des recherches sur la gestion durable de l'eau dans le bâtiment. Depuis 2007, il est localisé au LESU, Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains, dans le cadre d'un partenariat scientifique avec le CSTB. Il développe des recherches sur les impacts des innovations en matière de gestion durable dans le bâtiment, utilisation de l'eau de pluie, eau grise, toiture végétalisée, sur la gestion urbaine de l'eau. Il a animé de 2004 à 2016 un groupe de travail à l'ASTE sur l'utilisation de l'eau de pluie. Bonjour Bernard. Avant de vous laisser la parole, je rappelle donc aux participants qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Jurado, j'anime aujourd'hui cette conférence et j'ai en charge la programmation des réseaux eau et milieux aquatiques d'Idéal Connaissance. Je vous rappelle qu'en bas de votre écran, vous pouvez retrouver le module de chat qui vous permettra d'interagir avec les participants. Toutes les questions seront posées à la fin de la conférence. Et puis, si vous le souhaitez également, vous pouvez nous suivre sur le Twitter avec le @réseau_o. Je laisse directement la parole à Laure Grand-Emmerich qui va nous dresser la réglementation en matière de réutilisation d'eau de pluie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un petit peu plus particulièrement les enjeux sanitaires et le contexte réglementaire autour de l'utilisation des eaux de pluie. Alors, ma présentation contient 3 parties, avec une dernière partie un peu moins conséquente qui fait le lien un petit peu justement avec la présentation de Bernard de Gouvelot sur le guide AST. Une première partie sur un petit peu le contexte de l'utilisation de ces eaux et les enjeux sanitaires qui sont autour de ces eaux de pluie. En deuxième partie, les cadres à la fois au niveau législatif et réglementaire, et puis la partie dédiée spécifiquement à l'arrêté interministériel qui est en vigueur actuellement sur l'utilisation des eaux de pluie, qui est l'arrêté du 21 août 2008. Donc, très rapidement, un petit peu le contexte de l'utilisation de ces eaux. On a dans les années 50 une généralisation des réseaux d'alimentation en eau potable. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque la partie réseau est une des parties, un des enjeux sanitaires qui s'appliquent à l'utilisation des eaux de pluie, puisqu'on a des réseaux spécifiques pour l'acheminement de ces eaux.
À la fin des années 90, on voit l'apparition en fait des projets d'utilisation d'eau de pluie, avec petit à petit une diversification de cette utilisation et une généralisation de la mise en place de ce type de dispositif. Au niveau sociétal, on a des multiples motivations. Alors localement, effectivement des sécheresses, des restrictions qui sont récurrentes, qui s'accélèrent un petit peu ces dernières années, et donc qui amènent à l'utilisation d'eau de type alternatif, donc notamment les eaux de pluie, hein, mais au Bureau de la qualité des eaux, on travaille également sur d'autres types de réutilisation, notamment tout ce qui est eau usée traitée, et puis les eaux grises sur lesquelles on travaille également actuellement. Une autre motivation, peut-être la recherche d'un intérêt économique, avec un retour sur investissement qui peut parfois être assez long, mais c'est une motivation assez forte au niveau du citoyen. Une approche éco-citoyenne, donc souvent c'est un couplage en fait de ces deux types de motivation, hein, approche éco-citoyenne pour limiter l'utilisation d'eau potable pour certains usages, et puis la recherche de cet intérêt économique. Et enfin, une dernière motivation qui peut être la gestion des eaux pluviales, dans certains cas, quand on n'a pas forcément des dispositifs pour gérer ces eaux-là. Je voulais rappeler que l'eau de pluie est une ressource qui est vulnérable, car souvent on entend dire l'eau de pluie est une eau très extrêmement pure. Enfin voilà, le citoyen a souvent une vision de cette eau comme étant extrêmement pure et donc utilisable de façon telle que et de façon assez large. Mais c'est une eau qui peut subir également des pollutions à différents stades. Premier stade dans l'atmosphère, on peut avoir une contamination par certaines molécules, soit naturelles ou anthropiques, donc à la fois les produits phytosanitaires, les hydrocarbures polycycliques, et puis des eaux qui peuvent être acidifiées lors de leur passage dans l'atmosphère. Donc ça, c'est des pollutions type atmosphérique. Et puis ensuite, deux autres endroits où l'eau peut subir des contaminations. Il s'agit des lessivages des surfaces potentielles, donc à la fois toiture, gouttière et canalisation, avec à ce niveau-là plusieurs types de contamination. Une contamination qui peut être d'ordre microbiologique ou une contamination par les métaux lourds. Et enfin, dernier grand stock de pollution potentielle, c'est l'eau peut stagner plus ou moins longtemps selon le dispositif. Et là également, une prolifération de micro-organismes qui peut avoir lieu et puis qui peut être couplée avec une hausse potentielle de la température. Donc voilà, pour rappeler juste que l'eau de pluie n'est pas une eau forcément potable et qu'elle ne respecte pas toujours les limites de qualité qui sont fixées dans le code de la santé publique pour les EDCH, donc ce qu'on appelle les EDCH, les eaux destinées à la consommation humaine. Les risques sanitaires, les enjeux sanitaires liés à l'utilisation des eaux de pluie sont de plusieurs ordres. On a des risques qui sont liés directement à la qualité de l'eau, selon le niveau d'exposition, puisque on couple toujours les risques sanitaires à l'exposition à ces risques, pour arriver dans ce qu'on appelle le danger. Et là, l'exposition peut être de plusieurs ordres, à la fois par ingestion directe, on peut avoir des risques par contact cutané ou par inhalation. C'est les trois grands types modes d'exposition potentiels pour ces eaux de pluie. Et puis des risques qui peuvent être liés à la mauvaise gestion des réseaux, quand on a des doubles réseaux, et un retour d'expérience là-dessus, notamment avec l'exemple de Paris, où depuis beaucoup d'années, on a lutté contre la mise en place des doubles réseaux, et essayé de limiter ces doubles réseaux qui peuvent entraîner des contaminations. On a eu des cas de contamination du réseau en fait, destiné à l'eau potable par des réseaux autres, donc qui peuvent être de l'eau de pluie, mais dans ce cas-là, mais qui peuvent être également d'autres types d'eau, notamment des eaux brutes, et qui peuvent contaminer les réseaux d'eau potable. Donc, on a eu des cas, ça existait, des cas de contamination à la fois en France et à l'étranger, dû à l'existence de ces doubles réseaux. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il faut être vigilant et attentif dans la mise en place des réseaux, parce qu'on peut avoir des risques liés à ces doubles réseaux.
Donc pour passer un petit peu plus sur les cadres à la fois législatifs et réglementaires, je vais vous dresser un petit peu un panel de façon très rapide, parce que je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tous les textes qui existent à l'heure actuelle sur les eaux de pluie. Un petit peu un panel de ce qui a été, de ce qui est sorti sur ces eaux. Donc en 2006, pardon, on a un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, un avis spécifique sur l'utilisation de ces eaux de pluie, avec une obligation qui est intégrée dans cet avis d'avoir une qualité d'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires et l'hygiène corporelle. D'autre part, en présence d'un réseau public fournissant donc une eau de type potable et en quantité suffisante, on a un certain nombre de prescriptions qui ont été données, émises dans cet avis, avec voilà, une eau potable qui présente une meilleure sécurité sanitaire pour l'ensemble des usages et une utilisation d'eau de pluie qui doit être privilégiée par contre pour tous les usages domestiques à l'intérieur des habitations et les usages connexes. Voilà, ça c'était un petit peu les plus grandes prescriptions de cet avis. Et ces usages qui doivent être définis en prenant en compte la qualité sanitaire des eaux de pluie qui peut être variable, avec potentialité d'utilisation, notamment pour l'évacuation des excrétas, tout ce qui est arrosage extérieur, espace vert, potager, lavage des sols et véhicules. Donc, au niveau législatif, on a un certain nombre de choses qui sont sorties à partir des années 2000-2005. Donc la LEMA, hein, loi sur l'eau et milieux aquatiques de 2006, avec l'introduction du crédit d'impôt, qui est applicable aux équipements de récupération des eaux de pluie, qui par contre n'est plus en vigueur actuellement, ce crédit d'impôt. En 2009, la première loi Grenelle, avec, c'est là vraiment la loi qui a lancé, une des lois qui a lancé la récupération, l'utilisation des eaux de pluie, avec l'intégration dans cette loi quand même du respect des contraintes sanitaires, et puis nécessité de satisfaire des besoins prioritaires de la population en cas de crise. Voilà, donc ça a commencé à cadrer un petit peu l'utilisation des eaux de pluie. Et en 2010, avec la deuxième loi Grenelle, on est là sur tout ce qui est déclaration. Donc, le principe de déclaration des dispositifs d'utilisation d'eau de pluie auprès de la commune pour ces dispositifs. Dans le code de la santé, on a plusieurs articles qui s'appliquent directement ou indirectement à l'utilisation d'eau de pluie, notamment le 1321.1, avec délivrance au public d'eau propre à la consommation, et sur la partie 1321.7, là on est sur la déclaration, encore une fois, de cette eau de pluie, dans les dispositifs d'utilisation d'eau de pluie. Au niveau réglementaire, on a plusieurs codes qui reprennent dans les articles réglementaires l'utilisation et les dispositifs d'eau de pluie, notamment le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, avec la partie taxe, puisque effectivement quand on utilise l'eau de pluie, on n'utilise pas d'eau potable, mais on rejette quand même cette eau selon les usages qui sont envisagés, on rejette potentiellement cette eau dans le réseau d'assainissement, et donc l'application d'une taxe assainissement. Et puis au niveau réglementation sanitaire, on a plusieurs choses avec le Code de la santé publique, avec dans le 1321.1 la partie qui s'applique aux usages, et puis la partie plus réseau dans l'article 1321.57. Je ne rentre pas du tout dans le détail de ces articles, c'est pas l'objet aujourd'hui. Et par contre, pour indiquer également qu'il peut y avoir des choses dans le règlement sanitaire départemental, donc ça c'est des réglementations au niveau départemental qui peuvent être reprises ou non, dans un règlement sanitaire un peu type, et qui est adapté à chaque département. Et donc dans ce règlement sanitaire, on a potentiellement 2 articles qui s'appliquent à l'utilisation d'eau de pluie, notamment sur la partie définition de tout ce qui est eau non potable, et puis sur la partie usage dans un autre article. Voilà un petit peu le cadre réglementaire plus au niveau général. Et puis après, des arrêtés ministériels et interministériels d'application de ce cadre, avec 3 grands arrêtés. L'arrêté du 3 octobre 2008, donc là c'est l'arrêté qui s'appliquait au crédit d'impôt et la liste des équipements qui ouvraient droit au crédit d'impôt, qui n'est plus en vigueur maintenant. L'arrêté du 17 décembre 2008, donc là c'est plus l'arrêté qui
qui a trait à la déclaration des dispositifs d'utilisation d'eau de pluie, avec l'ensemble des éléments qui doivent être fournis pour déclarer ces dispositifs. Et donc l'arrêté qui va nous occuper un petit peu plus aujourd'hui, c'est l'arrêté du 21 août 2008, qui lui définit un petit peu le cadre, les prescriptions à assurer pour utiliser ces eaux de pluie, à la fois sur la partie usage, sur la partie prescription technique. Et donc je vais vous le détailler juste ensuite. Donc cet arrêté, c'est un arrêté interministériel qui définit en premier lieu les usages autorisés, les interdictions. Donc il reprend en partie des éléments de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de 2006. Sur les usages, on est à la fois sur des usages extérieurs domestiques, type arrosage et lavage des véhicules par exemple, et également sur des usages intérieurs à l'habitat, que sont l'alimentation des chasses d'eau et le lavage des sols. Et puis un troisième usage qui pour l'instant n'est pas encore cadré de façon très satisfaisante, et qui l'a été dans l'arrêté du 21 août 2008 à minima, parce que sans base, enfin, on n'avait pas d'éléments suffisants pour l'encadrer, aller plus loin dans l'encadrement. On est sur le lavage du linge. Donc, dans cet arrêté, on indique que l'utilisation d'eau de pluie peut être envisagée pour le lavage du linge à titre expérimental et sous réserve d'un traitement adapté de l'eau de pluie et que le dispositif soit déclaré auprès du ministère chargé de la Santé. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je vais revenir juste après cette partie lavage du linge qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait satisfaisant. On a également dans cet arrêté les usages professionnels et industriels qui peuvent être envisagés à l'aide d'eau de pluie, à l'exception bien entendu de ceux qui requièrent un usage d'une eau potable, notamment dans tout ce qui est industrie agroalimentaire. Et puis enfin, on a l'interdiction de cette utilisation d'eau de pluie dans certains établissements dits sensibles, tout ce qui est par exemple établissements de santé, médico-sociaux, tout ce qui est crèche et école. Donc là, on a une liste un peu plus détaillée qui est dans l'arrêté, où on interdit l'utilisation de cette eau. Pour revenir un tout petit peu sur la partie lavage du linge, pour vous indiquer qu'on a saisi en fait l'agence sanitaire, l'ANSES, en février 2015 sur cette partie vraiment plus spécifique lavage du linge. Donc, les objectifs de cette saisine, ils sont doubles. C'est tout d'abord de définir vraiment les risques sanitaires potentiels, à la fois directs et indirects, que peut représenter la mise en œuvre d'un tel type d'installation. Ça, c'est ce qui nous a manqué lors de la rédaction de l'arrêté de 2008, c'est d'avoir vraiment une idée précise des risques qu'on peut encourir avec l'utilisation d'eau de pluie pour le lavage du linge. Donc là, on est bien évidemment plutôt sur des risques cutanés, type allergènes, etc. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura la définition de ces risques sanitaires, on a demandé à l'ANSES d'évaluer les modalités de traitement de l'eau et du suivi de cette eau, éventuellement nécessaires en fonction des risques qui auront été déterminés, afin qu'on puisse autoriser l'utilisation d'eau de pluie pour le lavage du linge. Donc, cette saisine, elle est en cours. Le rendu est prévu pour l'automne prochain. Et donc, potentiellement, en fonction des résultats de l'avis et du rapport de l'ANSES qui nous sera parvenu, on pourra faire évoluer potentiellement la réglementation sur ce point-là. Concernant les règles techniques générales, là, je vais rester vraiment... c'est assez large et pas forcément très détaillé. C'est vraiment des grandes règles techniques qui, après, sont plus détaillées justement dans le WAST, qui a vraiment vocation à définir quelles règles techniques mettre en place et respecter pour la mise en place de ce type de dispositif. L'arrêté, dans son domaine d'application, dit bien que l'eau de pluie doit être collectée à l'aval de toitures inaccessibles. Juste pour vous dire que là, justement, c'est aussi un point sur lequel on est en cours de réflexion entre ministères, parce qu'on a pas mal de retours d'expérience et de remontées concernant l'inaccessibilité des toitures à ce point-là, à savoir comment potentiellement peut-être faire évoluer ce point, et en tout cas avoir des données pour avoir un retour d'expérience suffisant pour essayer de faire évoluer ce point.
deuxième grande règle technique qui est indiquée dans l'arrêté, ça concerne justement le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, avec une interdiction de raccordement, bien évidemment, entre le réseau d'eau de pluie et le réseau d'eau potable. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'on sait qu'au niveau sanitaire, c'est un gros point potentiel de contamination, c'est si le réseau d'eau de pluie est mal mis en place et s'il y a un raccordement possible entre les deux réseaux. Par ailleurs, on a un appoint éventuel, selon la quantité disponible, qui peut se faire depuis le réseau de distribution d'eau potable, mais cet appoint doit être réalisé par un système vraiment spécifique de disconnexion. Une règle également pour protéger le consommateur. C'est la présence à proximité immédiate de chaque point de soutirage d'eau de pluie, de chaque WC également alimenté par de l'eau de pluie, d'une mention eau non potable, pour bien indiquer qu'il s'agit d'une eau de pluie qui n'est pas potable, avec un pictogramme explicite. Voilà un petit peu les grandes règles techniques, vraiment très générales, qui sont dans l'arrêté de 2008. Pour tout ce qui est usage spécifique intérieur du bâtiment, on a un certain nombre de règles également qui sont spécifiques pour ce type d'usage, avec notamment l'interdiction de robinets de soutirage d'eau potable et d'eau de pluie dans la même pièce, avec des robinets de soutirage d'eau de pluie qui doivent être verrouillables. Donc, tout ça, c'est concernant notamment le réseau et puis la possibilité ou non de tirer de l'eau de pluie. Encore une fois, par rapport au réseau des canalisations d'eau de pluie qui doivent être opérées de façon vraiment explicite, avec un pictogramme dessus. Et puis une fiche de mise en service du dispositif qui atteste de la conformité de l'installation et qui doit être établie par la personne qui est responsable de la mise en service de l'installation. Donc juste en dessous, vous avez un schéma, mais qui est tiré de la petite plaquette dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a un schéma qui explicite un petit peu ces différentes règles et qui donne un peu un exemple d'installation. Concernant les obligations des propriétaires, on a un certain nombre d'obligations à respecter, notamment obligations d'entretien, puisqu'il s'agit quand même d'équipements qui doivent être entretenus de façon régulière. Donc obligation d'entretien régulier et notamment évacuation des refus de filtration, avec une périodicité de vérification de 6 mois et une périodicité de maintenance donc tous les ans, une maintenance qui doit être réalisée sur ces dispositifs et un carnet sanitaire qui doit être tenu à jour. L'information des occupants du bâtiment, ça concerne les bâtiments qui sont en location. Hein, si le propriétaire a l'obligation d'informer les occupants de la présence d'un tel dispositif et donc de l'entretien du dispositif. Et puis enfin, la partie déclaration dont je parlais tout à l'heure, avec un formulaire CERFA qui doit être rempli et remis en mairie, notamment en cas de rejet d'eau de pluie dans le réseau d'assainissement collectif, puisque comme je le disais tout à l'heure, ces eaux de pluie sont, en cas de réseau d'assainissement collectif, rejetées potentiellement dans ce réseau, et donc assujetties à la taxe assainissement. Dans cet arrêté également, une partie qui concerne le contrôle des installations, puisque la loi sur l'eau de 2006 indique la possibilité de contrôle de ce type d'installation par les agents du service public d'eau potable, avec le décret de 2008 et l'arrêté qui a suivi, l'arrêté du 17 décembre 2008 dont je vous parlais tout à l'heure, qui a comme principal objectif d'assurer l'absence de risque de contamination du réseau d'eau potable. Donc encore une fois, un focus particulier sur cette partie réseau. Et donc, le contrôle à la fois par examen visuel des différents types d'éléments, enfin des différents éléments du dispositif, donc à la fois réservoir,
signalisation, signalétique, les usages, etc. Et puis une vérification spécifique de la disconnexion entre les réseaux eau potable et les réseaux eau de pluie. Enfin, pour terminer, on a la présence d'une circulaire qui est parue une circulaire du 9 novembre 2009, qui concerne spécifiquement la mise en œuvre de ce contrôle, qui donc donne un certain nombre d'indications sur le contrôle, comment le mettre en place, et qui ne concerne pas là spécifiquement la partie eau de pluie, mais également tout ce qui est prélèvement puits-forage, puisqu'on peut avoir également des utilisations d'eau alternative au réseau d'eau potable, hein, utilisation notamment d'eau de pluie et de forage, et donc qui donne des indications pour la mise en œuvre de ce contrôle. Voilà, pour terminer, pour vous indiquer qu'il existe une plaquette à destination des installateurs, donc de laquelle est issu le petit schéma que je vous montrais tout à l'heure, qui a pour but principal d'expliquer justement l'arrêté du 21 août 2008, qui va un petit peu plus dans les détails, notamment avec quelques schémas, qui doit contribuer également à la protection du réseau d'eau potable, parce que c'est un gros point, hein, j'ai insisté là-dessus, mais c'est un gros point dans la mise en place des installations qui potentiellement peut poser problème, et puis pour essayer d'accompagner les professionnels justement dans la mise en œuvre de ce type de dispositif. Voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Bernard de Pelot pour la partie vraiment plus... Peut-être pourriez-vous... je reviens sur la plaquette que vous avez illustrée, enfin que vous avez indiquée aux participants. Peut-être y a-t-il une adresse ou un endroit particulier sur le site du ministère? La plaquette est effectivement téléchargeable, oui, sur le site du ministère, ministère de l'écologie aussi, il me semble. Les deux ministères. D'accord. Vous avez donc je m'adresse aux participants cette fois-ci, vous avez le lien, dans les liens à consulter en dessous de la caméra, vous avez le lien du laboratoire Lésu à l'ENPC et le lien du ministère de la Santé. Voilà. Il vous suffit de cliquer sur ces liens, puis de cliquer sur Parcourir pour ouvrir la page. Bernard de Couvelot, je vous charge votre PowerPoint et je vous laisse prendre la parole. Rebonjour. Donc, ma présentation va être un petit peu complémentaire avec celle de leur grand Heinrich. On va rentrer un peu plus dans des questions techniques qui sont liées à la production d'un document qui a été réalisé au sein d'un groupe de travail de l'ASTE, donc l'Association scientifique et technique pour l'environnement. Voilà, donc moi je suis ingénieur de formation, chercheur, donc du Centre scientifique et technique du bâtiment et au Lésu, qui est un laboratoire de l'école des ponts et chaussées. J'ai eu l'honneur d'animer ce groupe de travail. Ça a été un travail de longue haleine, puisqu'effectivement on s'est attaché à un travail sur un sujet qui était, disons, par rapport auquel il y avait, je pense, un relatif déficit de formalisation. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques, mais en revanche, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Et d'ailleurs, le groupe de travail s'est formé de manière intérieure à, aux textes réglementaires et législatifs qui ont été évoqués par leur grand. Alors, mais même si après, effectivement, l'apparition notamment de l'arrêté de 2008 a été un élément fondamental dans l'objectif de ce groupe de travail. Voilà, donc je vais aborder les éléments de contexte, je vais peut-être un peu plus vite vu que certains ont été déjà présentés. Ensuite, évoquer les documents de référence, et je reparlerai un petit peu de la plaquette, mais également de la norme, et enfin, plus en détail, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, parce que c'est surtout là-dessus que je vais m'appesantir, le guide ASTE. Et en fonction du temps, du nombre de questions qui seront déjà arrivées, j'aborderai d'éventuels retours d'expérience. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la pratique d'utilisation, de récupération d'utilisation de l'eau de pluie n'est pas une pratique nouvelle, hein. C'est une pratique qu'on peut qualifier d'étant en renouveau, parce que c'est une pratique ancienne et répandue, dans des endroits isolés, justement dans des endroits où il n'y avait pas de réseau, dans des gîtes, notamment dans des îles
où il n'y a pas d'autres possibilités finalement d'avoir accès à une ressource où le réseau n'était pas réglé. Ce qui est un peu nouveau, c'est la dynamique spécifique de voir apparaître finalement des projets dans des zones qui sont desservies par des réseaux, et ça pose un certain nombre de questions et de problèmes potentiels, et d'interrogations aussi sur justement qu'est-ce que c'est que la gestion de l'envie. Il faut également dire que cette pratique, comment dire, si elle réapparaît, c'est parce qu'elle a été, d'un point de vue technique, revisitée et améliorée afin de permettre confort et sécurité, puisque c'est les deux conditions essentielles pour que finalement, quelque part, elle puisse présenter un intérêt au regard, comment dire, en complémentarité avec le réseau. Si, je dirais, par exemple, tout simple, si on veut, par exemple, alimenter de l'eau des chasses d'eau avec de l'eau de pluie, si on n'a pas de pompe, bon bah, il y a peu de chances que les gens soient très preneurs de cette solution, parce que ce sera un peu compliqué. Donc, c'est bien parce qu'il y a eu, par rapport aux techniques ancestrales, dans lesquelles il y avait une cuve qui était à l'extérieur du bâtiment, dans lequel il fallait manuellement aller chercher de l'eau systématiquement, que cette technique a été revisitée et améliorée, elle redevient intéressante. Alors, une installation, globalement, une particularité de l'installation de récupération d'eau de pluie, c'est que c'est une installation qui se greffe sur un bâtiment et donc dont certains éléments, comment dire, font partie du bâtiment, quand bien même il n'y aurait pas d'installation, à savoir principalement la surface de collecte et y compris des éléments d'acheminement. Ça, c'est un point important puisque on pourra se poser la question de la manière dont il convient finalement de revisiter ces éléments qui existent indépendamment de l'installation au regard de cette finalité qui est d'avoir finalement une utilisation de l'eau de pluie. Donc, effectivement, le premier point, c'est, je n'ai pas marqué sur ce schéma d'ailleurs, c'est dommageable, j'aurais dû marquer que le premier point d'installation de récupération d'eau de pluie, c'est la toiture. Ensuite, on a des gouttières délaissantes, on a un filtre, et c'est là où généralement commence, je dirais, ce qui est spécifique de l'installation de récupération d'eau de pluie au regard de l'installation classique d'évacuation des eaux de pluie. Ensuite, on a des cuves de stockage qui, dans ce schéma, sont mises à l'intérieur du bâtiment, mais elles pourraient tout à fait l'être à d'autres endroits. Hein. Il y a différents schémas d'implémentation possibles. Ensuite, on a un trop-plein, effectivement, parce que, effectivement, un des points particuliers des installations de récupération d'eau de pluie, c'est quand bien même on veut utiliser l'eau de pluie, on ne maîtrise pas encore quand est-ce qu'il pleut au regard de ce qu'on a besoin. Donc, à un moment donné, il va arriver trop de pluie dans la cuve, donc il faut pouvoir l'évacuer pour pas avoir de problème, notamment dans une installation comme celle-ci, où l'installation est dans une cave. Donc ensuite, on a un appoint en eau potable, qui est un point très délicat, effectivement, qui a été rappelé par Laurent Heinrich sur la nécessité d'une disconnexion totale entre ces réseaux. Pourquoi on a cet appoint-là? Parce que pour certains usages, notamment les usages à l'intérieur du bâtiment, pour que ce type de technique soit finalement accepté, il faut qu'il y ait une continuité de service. Et donc, on n'imagine pas que, comment dire, quand il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, eh ben, on puisse plus aller aux toilettes. Donc, il faut bien que, comment dire, on puisse avoir un complément qui soit assuré, mais effectivement, la façon dont ce complément est à réaliser est un point délicat et qui doit être fait de façon très précautionneuse d'un point de vue technique. Ensuite, on a une pompe qui remet en pression, à nouveau pour pouvoir avoir le confort de l'usage. Et enfin, on a différents points de puisage possibles. Alors, donc là, j'ai indiqué des toilettes, un robinet extérieur et effectivement un lave-linge qui est effectivement aujourd'hui un usage, disons, à valeur seulement expérimentale, puisque le texte l'indique ainsi. Alors, bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'utilisation d'eau de pluie est une pratique partiellement encadrée. Hein. Je vais aller très vite là-dessus puisque ça a déjà été évoqué. Effectivement, le texte fondamental, c'est le texte, l'arrêté du 21 août 2008, qui fournit un cadre réglementaire général. Et effectivement, l'autre texte, c'est l'arrêté du 17 décembre 2008, qui est relatif au contrôle des installations. Voilà, ça c'est déjà été pensé, donc je ne vais pas insister davantage. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la logique de production réglementaire, bon, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain.
ça a été effectivement lié à la loi sur l'eau et milieu aquatique, c'est aussi reposé sur un certain nombre de retours d'expérience et je dirais le scope, le domaine d'application du texte du 21 août 2008 a pris la précaution de définir finalement un domaine d'application sur des opérations dont on sait qu'on peut relativement bien maîtriser la situation. C'est pourquoi il y a eu notamment cette question qui fait débat aujourd'hui, ça a été évoqué, des toitures inaccessibles. Puisque c'est dans ce contexte-là qu'on peut finalement mieux maîtriser la qualité de l'eau de pluie en aval, parce qu'en amont, puisque à partir du moment où il n'y a pas d'activité anthropique sur les surfaces considérées, ça sera plus simple de considérer ce qui se passe en aval. Alors, on a donc un cadre réglementaire spécifique qui existe, qui est d'une portée encore, qui n'est pas, on a un cadre réglementaire sur l'intégralité de tout ce qui est possible de faire en matière d'utilisation de pluie, mais il offre cet avantage de constituer une première référence. Son domaine d'application, donc, il est donc limité par 2 points. Effectivement, cette question qu'il ne prend en compte que les eaux issues de toitures inaccessibles, et il considère uniquement de l'eau de pluie qui n'a pas vocation à être transformée en eau potable. C'est clairement dit, ce texte ne vise pas ça. Donc, voilà, c'est un point important. Les usages autorisés, donc, ils ont été dit, je ne reviens pas dessus, il n'y a pas de restriction en extérieur, il y a des conditions qui peuvent être sur la façon dont les usages sont réalisés, principalement par rapport à l'arrosage. Et sur l'intérieur, effectivement, le lavage des sols, alimentation de toilettes, c'était dit, puis le lavage à titre expérimental. Et puis, il y a un point important qui est que les usages intérieurs ne sont pas possibles pour les bâtiments recevant des populations sensibles. Il y a la liste, c'est une liste, on dit ça, une liste négative des bâtiments, c'est-à-dire pour lesquels ces usages ne sont pas possibles, qui sont définis explicitement. Et puis, il y a un certain nombre de principes qui sont respectés s'il y a des usages intérieurs, qui est effectivement un principe technique de disconnexion entre réseaux, qui est techniquement le point majeur, et puis des aspects de déclaration d'installation, effectivement de paiement de la taxe d'assainissement, dès lors qu'on a un usage intérieur avec retour à un réseau collectif d'assainissement, puisqu'effectivement, dans ce cas-là, on profite, on bénéficie d'un service d'assainissement des eaux qui, elles, n'ont pas été évaluées d'un point de vue quantitatif par le compteur d'eau potable, puisque ce n'est pas de l'eau potable. Donc on a finalement aujourd'hui un cadre limité et perfectible, plusieurs pistes sur lesquelles il faut travailler, orienté polarisation de projets classiques, mais qui a permis comme de désengorger, je dirais, tout un ensemble de demandes qui pouvaient exister et qui auprennent à l'époque des DAS, qui croulaient un peu sur un certain nombre de demandes et qui je pense, étaient en demande d'un cadre pour encadrer ces projets. Mais c'est bien d'écrire des textes, mais effectivement, encore faut-il accompagner finalement les acteurs de terrain à la bonne application de ces textes. Et c'est finalement le type de travaux que je vais vous présenter maintenant se mettent dans cette perspective-là. Donc, effectivement, parce que les acteurs de la récupération des gestion de pluie, ils sont très divers finalement. On a les industriels qui produisent le matériel, on a la maîtrise d'ouvrage des bâtiments, on a la maîtrise d'œuvre qui les réalise, les installateurs, on a les opérateurs de réseaux publics qui sont d'une certaine façon concernés par cette question-là, les collectivités locales évidemment, et les propriétaires gestionnaires de patrimoine. Donc pour ça, il faut avoir des documents qui tiennent compte un peu du profil différent de ces acteurs. Et ce qui est paru rapidement important dans la discussion avec les 2 ministères, c'est qu'il fallait que ce texte soit bien expliqué au niveau des installateurs, et c'est ce qui a donné lieu à la plaquette installateur, qui a été finalisée en novembre 2009, donc, suite à un groupe de travail avec des représentants des différentes professions concernées. Ensuite, il y a eu la question de la norme qui permet effectivement de concerner à la fois, je dirais, les industriels et la maîtrise d'œuvre principalement, mais dans lequel les autres acteurs ont également trouvé des éléments intéressants. Donc, et enfin, il y a le guide AST qui vise à d'une part, expliquer le texte et essayer de produire sur les aspects qui sont un
peu floues, qui sont sujets à interprétation, finalement des, des pistes, hein, et comment dire, certain nombre de recommandations complémentaires pour, pour mener des projets, voilà, et des réflexions en amont de la réalisation des projets. Voilà. Donc la plaquette destinée aux installateurs, c'est clairement de contribuer au développement de la récupération de l'utilisation de puits dans le respect des contraintes sanitaires. Il s'agit de donner rapidement aux installateurs, sous une façon très visuelle finalement, un mémento pratique qui leur permet de veiller à ce que le matériel qu'ils installent soit conforme avec la réglementation, que la mise en œuvre également soit conforme, et d'avoir quelques recommandations complémentaires utiles, mais elles sont assez limitées, mais néanmoins on espère qu'elles le sont utiles. Et donc cette plaquette, elle a été réalisée en plusieurs étapes. Il y a eu une demande conjointe donc, du ministère de l'écologie par la DHUP et du ministère de la Santé via la Direction générale de la Santé au CSTB, qui a créé un groupe de travail d'experts représentatifs issus d'organismes professionnels concernés par le thème et la cible de document. Donc il y avait la CAPEB, la CNATP, la FFP, IFEP, Profluid. Profluid, c'est le syndicat des pompes. Voilà, donc des représentants du CSTB, du SRIPS aussi. C'est un organisme important puisque c'est effectivement, il est spécialisé dans ces questions d'interconnexion malheureuse de réseaux, de pollution des réseaux potable, notamment par le réseau d'eau non potable à Paris. Il y a eu quelques interconnexions malheureuses et donc il y a un savoir-faire spécifique dans cet organisme sur ce sujet-là. Et ce travail s'est fait sous la supervision à la fois du ministère en charge de l'écologie, dont j'ai mis le libellé de l'époque, mais ce que je ne saurais pas développer aujourd'hui, et de la DGS. Elle a été éditée, elle a été distribuée à différents organismes, via les organismes parties prenantes. Cette plaquette dont vous voyez la photo, elle existe de façon physique, mais elle est également effectivement disponible sur les sites du ministère. Alors, la structure de document, elle comprend, donc c'est un premier texte, c'est très important, hein, on trouve, c'est pour ça que je me permets de présenter avant même le guide les aspects réglementaires et financiers, et ensuite une partie conception mise en œuvre, une partie surveillance entretien. On a voulu beaucoup insister dès cette plaquette sur l'importance finalement de cette question d'entretien. Et alors là, je ne vais pas tout détailler, je vais juste insister sur le point fondamental que je ne détaillerai pas dans le cadre du guide de l'AST, c'est la question de la protection du réseau d'eau potable, parce qu'il est bien explicité déjà au niveau de cette plaquette. Et donc, effectivement, ce schéma, vous l'avez déjà vu, je passe. La protection de l'eau potable, c'est effectivement les installations d'utilisation de puits ne doivent pas être source de pollution des réseaux publics d'injection d'eau potable. Et il faut pour cela assurer une disconnexion totale pour l'appoint en eau par survestre, la disconnexion par survestre totale de l'appoint en eau potable dans un dispositif. Alors, ça prend quelle forme? Ça prend, alors il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle le type AA qui se formule de la façon, dans le schéma que vous avez sur votre droite, ou gauche, non sur la gauche plutôt, et le type AB qui est, d'une certaine façon invisible, puisque c'est souvent des dispositifs qui sont dans des kits préinstallés. Donc ce que permet la plaquette, c'est que la personne qui installe, en regardant comment le kit est fait, va vérifier un certain nombre de règles, de sorte que son dispositif installé est conforme avec le type requis. Voilà, alors je vous ai mis une photo, hein, là, donc ce qui va assurer dans le type AA la déconnexion avec surface totale, c'est le fait que l'arrivée d'eau est suffisamment éloignée de l'endroit où ça doit alimenter, de telle sorte que le retour d'eau est impossible dans le réseau d'origine. Et là, voilà typiquement une installation, un schéma d'un kit. Voilà, et donc c'est pas forcément évident en lisant ça de se rendre compte si la disconnexion est bien faite. C'est pour ça qu'on se reporte au schéma et on mesure les cotes qu'il faut vérifier pour être sûr qu'on a bien un type AB. Alors, c'est les deux points à vérifier, ils sont là, sur ce schéma-là. Alors,
J'attire juste votre attention, parce que même si on essaie de faire les choses bien, quand on regarde l'histoire de la plaquette, il y a une coquille dans cette plaquette. Et alors je sais plus quelle page c'est, mais à un moment donné, on présente les localisations possibles de cette disconnexion. Et de ce point de vue-là, malheureusement, au moment de l'impression, parce que dans le bon à imprimer, il n'y avait pas, un bon à tirer, il n'y avait pas ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le AB a été transformé en BB. Or, une disconnexion BB n'est pas autorisée. Donc, c'est un point sur lequel, parce que ce document est vraiment très intéressant, la plaquette destinée aux installateurs, mais il y a ce problème-là, donc je le signale. Voilà. Donc, il y a 3 localisations possibles, effectivement. L'idée, en gros, c'est pas forcément que la réseau de puits soit disconnecté du réseau d'eau potable. C'est qu'en fait, on fait un stockage intermédiaire, souvent avec on a souvent cette solution de réservoir tampon qui est alimenté exclusivement par l'eau de l'eau potable, qui lui va être en relation avec le stockage d'eau de puits, qui va fonctionner alternativement via une 23 voies, c'est le cas 2. Mais il ne peut pas y avoir de contamination du réseau principal d'eau potable puisque ce réservoir tampon est disconnecté en amont. Donc voilà. Donc le choix entre la configuration 1, 2 ou 3 va dépendre finalement de comment dire la configuration du bâtiment. La question de la surveillance et de l'entretien est une question très importante sur laquelle on insiste. C'est détaillé dans le document où effectivement il y a 2 notions qui sont différentes, qui sont déjà évoquées d'ailleurs dans l'arrêté, mais là qui sont explicitées davantage. La notion de surveillance et la notion d'entretien. Donc on peut regarder s'il y a une anomalie et en fonction de ça, avoir besoin de faire une mesure corrective. Voilà, la question que pose effectivement cette plaquette, c'est finalement comment ça a été réellement approprié par les professionnels. Il y a une forte diffusion, mais voilà, donc il y a ce problème d'avoir du retour des professionnels. On s'aperçoit que malgré ce fort effort qui a été fait de diffusion, eh ben, elle n'est pas forcément très bien connue. Donc ça nous pose question. Il y a des éléments encore faibles dans cette chaîne pour aller jusqu'au destinataire final, je dirais. Et il y a encore des points qui sont indéfinis, donc la méthode de dimensionnement de l'installation, des schémas types hors du cas spécifique de la maison individuelle. Or, on sait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments de type collectif dans lesquels ce type d'installations sont faites, les exigences sur les composants non normalisés, et finalement la question du dispositif de traitement adapté pour l'attelage. Donc c'est important pour ça d'avoir d'autres documents, la norme AFNOR. La norme AFNOR, je vais passer beaucoup plus vite dessus. C'est un système de récupération, donc elle porte le même nom que l'arrêté, presque, un système de récupération des eaux de pluie pour leur utilisation intérieure et à l'extérieur des bâtiments. L'objectif de la normalisation, c'est d'élaborer de manière consensuelle un document professionnel de référence pour aider les acteurs du marché à se positionner, à s'orienter. Le domaine d'application, donc c'est le même que l'arrêté. On a des prescriptions générales sur la conception, des spécifications. Et c'est un processus d'élaboration avec des acteurs parties prenantes. Donc c'est plus large que ce qui a été la plaquette. Et c'est animé par l'IFEP, donc l'industriel français de l'eau-de-pluie, et l'AFNOR. C'est fait sous l'égide de l'AFNOR. Donc ça, cette forme-là. Alors, parmi les 3 documents présentés, c'est le seul qui est payant. Voilà. Les 2 autres étant gratuits. Donc, il y a un sommaire. Ce qu'apporte de plus la norme AFNOR par rapport à la plaquette, c'est que c'est un document de référence pour tous les professionnels et il donne des prescriptions adaptées pour des installations optimisées. Notamment, il y a eu un effort qui a été fait à l'occasion de la production de ce document pour avoir une méthode de dimensionnement spécifiquement développée pour la norme. Mais il y a toujours cette question du lavage du linge qui n'est pas traitée. Voilà, et il faut aussi également placer en perspective ces travaux de normes dans le fait qu'il y a actuellement un projet de norme européenne sur le sujet. Alors, la norme proposition sur la question du dimensionnement, notamment en proposant une méthode simplifiée. Il y avait une particularité de la France, c'est qu'on a des régimes d'eau finalement qui sont assez variables entre le nord et le sud. Et les Allemands ont une norme avec une méthode simplifiée, mais qui n'était pas adaptée finalement qu'à français, qui risquait de provoquer des surprises et des déceptions quant à certains dimensionnements. C'est pourquoi on a défini une méthode, je dirais,
pragmatique, empirique plutôt, qui a un domaine d'application aussi limité, parce qu'il y a des conditions pour son applicabilité, sachant qu'on pense que de toute façon, que dans beaucoup de cas, le recours à une simulation, en fait, est nécessaire et finalement un investissement intéressant, parce que c'est par rapport à bien dimensionner sa cuve est quand même un point important pour avoir une installation convenable. Alors, grosso modo, quel est le principe d'un bon dimensionnement? Eh ben, il faut d'une bonne simulation, pardon, et donc d'en déduire comment dire, le bon dimensionnement. On trace finalement à partir d'une simulation la courbe qui permet d'avoir le taux de recouvrement des besoins qui sont sollicités en fonction du volume qu'on a associé à la cuve. Et donc, on utilise une série de pluies qui doit faire au moins 5 ans, 10 ans d'ailleurs, c'est mieux, à pas journalier. Et donc, on regarde, on fait un bilan chaque jour, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti en fonction des besoins, s'il y a un trop-plein, etc. Et à la fin de l'année, on regarde quel est le pourcentage d'eau dont on a besoin pour les usages désignés, que l'on peut recouvrir. Et on s'aperçoit qu'en fonction du volume de la cuve, on a une courbe qui a une forme caractéristique, qui est cette forme donc qui part très vite et ensuite s'aplatit. Et donc finalement, la leçon qu'on tire, c'est que à partir d'un certain moment donné, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller chercher les 100% ou le maximum qu'on peut avoir, parce qu'on n'en atteint pas toujours 100%, ça peut être parfois beaucoup moins si les besoins sont trop importants. Mais en tout cas, on a toujours cette forme aplatie comme ça. Et donc l'idée, c'est que au bout d'un moment donné, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'installation d'aller chercher les derniers pourcentages. L'idée, c'est quand même, on est dans une logique d'optimisation d'usage et on s'aperçoit qu'il y a un peu deux bornes, une borne minimum, une borne maximum, pour aller choisir, le bon dimensionnement. Et ça, après, là-dedans, va rentrer différentes considérations sur les cuves disponibles sur le marché, l'espace disponible aussi dans le projet. Bref, c'est un choix du bureau d'études. Voilà. Donc, si je rentre maintenant dans le guide de l'AST. Donc, là, un petit point, d'abord, un petit slide sur cette association, qui est l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, qui a été créée en 1905, sous un nom qui était AGHTM. J'ai mal à me rappeler ce que ça veut dire. Techniciens municipaux, je sais pas. Bon. C'est une association reconnue d'utilité publique et surtout qui a un rôle important, qui rassemble des experts et scientifiques et praticiens issus d'organismes publics et privés qui interviennent dans les services publics locaux de l'environnement et essentiellement sur l'eau. Il y a eau, assainissement. Et son but, c'est finalement d'élaborer des doctrines partagées, des recommandations en bonne intelligence. Les champs de compétences, c'est l'alimentation en eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets, la protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et la qualité durable de l'environnement. Voilà. Le scope de cette association importante va justifier qu'on s'intéresse à l'utilisation de l'eau de pluie via la mise en place d'un groupe de travail en 2004 au sein de cette association. Le groupe de travail s'est créé en juin 2004 dans le cadre d'une commission cadre de vie qui a ensuite disparu, mais le groupe a continué sa vie. La caractéristique du groupe de travail, c'est c'est sur la base de participation volontaire. On a eu des profils variés, des collectivités locales, des bureaux d'études, des agences de l'eau et de l'environnement, des entreprises, des délégations de services publics, des industriels qui proposent des produits en la matière, des ministères et aussi des organismes de recherche. Alors, au début, quand on s'est créé, l'objectif, c'était d'offrir un espace d'acculturation réciproque entre les acteurs d'origine diverse. C'est vrai qu'il y avait vraiment des cultures très différentes. Et on s'était donné comme objectif de rédiger un guide sous la forme de questions-réponses. Mais suite à l'arrêté de 2008, il y a eu une réorientation du groupe. D'une part, il a été considéré au sein de l'AST qu'il fallait attacher ce groupe de travail à la commission potable. D'autre part, il s'agit d'accompagner la réglementation en visant à présenter un état de l'art des précisions techniques par rapport à l'arrêté et des recommandations complémentaires. Bon, ce groupe de travail, pendant 10 ans, s'est réuni un certain nombre de fois pour faire ce double travail, puisque l'un allait sans l'autre. En fait, on s'apercevait que dès qu'on abordait un sujet technique,
l'origine professionnelle des gens faisait qu'il y avait une façon d'appréhender de façon différente, et avant d'arriver à un consensus, ça pouvait prendre du temps. Donc, le public visé est très large, du coup, c'est à la fois les particuliers, les acteurs de la construction et de l'urbanisme, les responsables et les gestionnaires des services de l'assainissement. Et il s'agit donc l'un d'être un peu plus ambitieux que ce qu'il y avait dans la plaquette, de fournir une synthèse des connaissances actuelles sur le sujet et de présenter de manière organisée et cohérente des informations et recommandations pour la réalisation d'un projet. Il y a 3 parties dans ce guide. Une partie sur les éléments de contexte, ensuite une partie sur qu'est-ce qu'on doit savoir avant un projet et comment réaliser son projet. On a fonctionné avec, on s'est réparti finalement la rédaction des sous-parties entre les différents membres, mais il y a toujours eu des discussions sur les parties rédigées et une validation en plénière auprès de tout le monde, pour assurer que, c'était bien une production collective et consensuelle. Alors, ce mode de travail avait cet intérêt, je pense, de qualité du rendu, mais était effectivement un processus assez long pour obtenir un maximum de consensus. Alors voilà, alors, il avait paru sur 2 formats. Un premier format, alors en mai 2015, sous la forme d'un numéro de la revue TSM, voilà, et il est reparu sous le format d'un document PDF téléchargeable gratuitement sur le site de l'AST, donc disponible aujourd'hui. Il y a quelques petites modifications entre les deux, mais c'est des points de détail, pas trop rentrer. Je vais maintenant m'attacher un petit peu rapidement à décrire le document. Sur que dans la première partie, il y a des aspects environnementaux, économiques, socioculturels et sanitaires. Sur les aspects qui ont déjà été évoqués par Laurent Emery, je passerai beaucoup plus vite. Alors sur la gestion des aspects environnementaux, on peut dire que, sur la ressource en eau, on peut dire qu'il y a un changement de perception de la pluie, qui a été longtemps perçu comme une nuisance, une pollution, et qui devient une ressource potentielle également. Et cette idée que l'utilisation de pluie peut être, une ressource utile, notamment dans des zones à forte pression sur la ressource. Sur la question de la maîtrise du ruissellement, il faut me rappeler que le dispositif de récupération et d'utilisation de pluie n'est pas en soi un dispositif de maîtrise du ruissellement. Il y a des effets effectivement de rétention d'eau de pluie, mais ces effets sont quand même assez aléatoires, ne sont pas systématiques, ce qui est normalement requis des dispositifs de gestion des eaux de pluie. Néanmoins, on voit apparaître sur le marché ce qu'on appelle des cuves double fonction qui permettent d'assurer l'utilisation et maîtrise du ruissellement de manière fiable, puisqu'ils cumulent, je dirais, ces 2 fonctions à la fois ils réservent finalement une partie du stockage au tamponnage des événements pluvieux. Au dernier aspect environnemental, on peut dire effectivement que l'eau de pluie devient un élément structurant des projets d'urbanisme et d'architecture de plus en plus. Le retour de l'eau en ville. Et ça passe par la mise finalement en jeu de l'eau de pluie. Sur les aspects économiques, il faut rappeler, c'est important, que de quoi est composé le prix, notamment qu'au travers d'une facture d'eau, on paye l'adduction d'eau potable, mais également l'assainissement. Et donc, ce service, doit être assuré lorsqu'on a une utilisation d'eau de pluie avec une ressource, autre, et notamment de l'eau de pluie. Donc, ça veut dire qu'il faut payer la redevance assainissement pour l'usage intérieur dans le cas d'un retour sur le réseau. La question ne se pose pas en cas d'assainissement collectif. Et les éléments de contexte finalement qui peut... oui, alors et le prix, et surtout, il faut mettre l'accent sur la forte disparité d'un endroit à l'autre du prix de l'eau. Voilà. C'est vraiment une définition locale, parce que ça correspond au coût de production du service, qui est un service local. Les éléments de contexte qui pourront influer sur l'intérêt économique d'une opération, il y a des éléments qui ne dépendent pas du projet. C'est la pluviométrie locale sous 2 formes. C'est à la fois la quantité d'eau qui tombe, mais également la façon dont elle se répartit au cours de l'année. Le prix local de l'eau et de l'assainissement, la qualité de l'eau de pluie qui peut être effectivement affectée par différentes activités anthropiques ou industrielles environnantes, le mode d'assainissement, effectivement, et d'éventuelles aides allouées qui sont locales, et d'autres qui sont liées au projet, qui vont être la surface de toiture disponible, les usages envisagés, et l'intégration en phase initiale du projet, parce qu'on se rend compte qu'effectivement,
mieux on arrive à intégrer finalement ce type de réflexion au sein d'un projet en amont, plus il est possible de faire des économies dans sa réalisation. Voilà. Et après, les incidences économiques, dernier point plus global, je dirais, sur qu'est-ce qui peut se passer avec la récupération de puits, ça peut contribuer à l'amplification du phénomène qu'on constate de baisse des consommations, qui est largement dû à d'autres logiques, notamment l'évolution des dispositifs des appareils sanitaires au sein des bâtiments et des appareils ménagers. Donc, ça peut contribuer au même titre que ces logiques-là, au risque d'augmentation du prix de l'eau, parce que le prix de l'eau, finalement, est une traduction via la consommation du paiement de charges essentiellement fixes pour le service d'eau. Et finalement, la création, mais ça peut aussi avoir un effet bénéfique, la récupération de puits, d'un point de vue global, c'est la création d'une nouvelle filière économique d'activité qui commence à se structurer, puisqu'on a un syndicat l'IFEP industriel français de l'eau de pluie qui s'est structuré sur cette question-là, puisqu'il a même piloté la norme. Les aspects socioculturels, ils ont été évoqués par Laure Graemrich. Juste un petit point qui n'a pas été évoqué, c'est peut-être que pour certains usages, il peut y avoir un intérêt à utiliser une eau plus douce que celle du réseau. Voilà. Donc, c'est une caractéristique de l'eau de pluie. Donc, ça peut être intéressant. On l'a noté dans le cadre du groupe. L'intérêt des institutions et des acteurs de l'aménagement pour cette thématique vient que, de façon générale, je dirais, l'utilisation de l'eau de pluie participe d'une nouvelle approche de faire monter les pratiques de développement durable au sein de l'acte de construire et d'aménager. Et ça se traduit donc au niveau des architectes et des urbanistes, mais également du côté des collectivités dans les documents réglementaires type PL. Alors, les aspects sanitaires, je zappe dessus, parce que je crois que ça a bien été évoqué, pour aller dans la partie qu'est-ce qu'on doit savoir avant un projet. Alors, comment dire dans le groupe de travail dans lequel on était, comment dire, on a essayé de mettre de côté nos convictions profondes par rapport à est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant, est-ce qu'on est pour ou contre la récupération de puits. C'était une demande explicite qui avait été faite à l'AST, parce que de toute façon, on ne peut pas arriver à des consensus avec des gens qui n'ont pas forcément, comment dire, la même conviction par rapport à ça. Donc, on a vraiment cherché à prendre le problème sur les aspects exclusivement techniques et essayer de donner, de porter à connaissance finalement aux gens, avant qu'ils prennent une décision, l'ensemble des points qu'ils doivent regarder pour prendre une décision en connaissance de cause. Après, c'est de leur responsabilité, ayant ces éléments, de décider de se lancer ou pas dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir des choses sur la qualité de l'eau de pluie, et certains points de vigilance que cela peut occasionner, sur la réglementation évidemment, sur la faisabilité technique d'un projet, et également sur des aspects économiques et financiers. Bon, après, je mets de côté les acteurs à contacter. Il est difficile de restituer dans le cadre d'une intervention l'intégralité de la richesse de ce guide, j'ai envie de dire, qui fait comme 60 pages. Mais sur la question de la qualité de l'eau de pluie, on peut quand même se poser des questions sur la localisation du projet. Il faut se poser cette question. Est-ce qu'on peut avoir des risques de pollution liés à des activités industrielles ou des activités agricoles susceptibles effectivement de créer des pollutions dans les puits météoriques? Et puis également cette question éventuelle d'oiseaux migrateurs, est-ce qu'on est sur un passage particulier dans lequel on pourrait avoir des risques de micro-organismes pathogènes? Sur les matériaux utilisés par le projet lui-même, on alerte notamment sur cette tentation qui peut être de recycler des cuves ayant contenu des produits chimiques et qui peuvent affecter de façon très sensible la qualité de l'eau, et donc on proscrit plutôt cet usage. Un dernier point également, comme j'ai dit, souvent on a tendance à penser que l'instation de récupération de pluie commence uniquement là où la cuve, où on a une dérivation de la gouttière, et de plus penser que c'est quand même alimenté par la toiture. Or, des fois, il y a un certain nombre de personnes qui
légitime ou en tout cas considèrent qu'il faut entretenir le toit et notamment sur des toits en tuiles, les nettoyer avec des biocides. Il faut savoir qu'à ce moment-là, forcément l'eau ruisselée est affectée par ces produits et qu'il convient alors de procéder à une déconnexion. On considère, on recommande la déconnexion de ce stockage pendant un certain nombre de temps, environ 3 mois, puisqu'on a, dans le cadre de travaux scientifiques, fait une thèse un peu évalué l'influence des relargages des produits mis en œuvre pendant cette durée-là. Sur la réglementation, alors, excusez-moi, le schéma n'est pas très lisible, mais c'est juste, on a essayé là de faire un logigramme. Alors, je vous invite à le regarder, puisque là, ça va être un peu compliqué. Et puis, je pense que c'est pas l'objet non plus de rentrer trop en détail dessus. Mais on a clairement déjà indiqué quelque chose en amont. Hein, c'est finalement, il y a 2 cas de figure. Soit on est dans le cadre de la réglementation, c'est-à-dire qu'on veut faire un projet entre guillemets classique, c'est-à-dire avec les usages tels qu'ils sont explicités dans l'arrêté et les toitures inaccessibles. Et dans ce cas-là, il y a toute la procédure à suivre qui est indiquée là. Et soit on est dans un cas un peu différent, qui n'a pas été, qui fait pas partie du domaine d'application actuel. Et dans ce cas-là, on invite ceux qui portent le projet à prendre contact avec l'agence régionale de santé pour que le projet soit étudié et éventuellement autorisé via des conseils complémentaires ou rejeté. S'il y a un certain nombre de points qui montrent que ça peut être problématique. Voilà. La faisabilité technique, là, on insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut disposer impérativement de séries longues et à pattes de temps fin pour la pluviométrie afin de faire une bonne simulation. Hein. On croit que c'est vraiment important d'avoir une simulation correctement faite. Après, sur le volume de pluie récupérable, il faut s'intéresser à la fraction effectivement utilisable de la surface projetée de la toiture. C'est vrai que là, on rencontre un petit peu une limite des schémas de principe qu'on voit, dans lequel on voit une maison, on voit que la toiture est reliée à la cuve. Mais dans certains dispositifs, dans certaines configurations architecturales, il y a des bouts de toiture qui peuvent être très loin de là où est la cuve. On peut se poser la question de est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est, d'un point de vue technique, voire d'un point de vue économique, d'amener des fractions de toiture jusqu'à la cuve? Donc, il faut se poser la question de quelle est vraiment la surface de toiture que je peux collecter, et ce qui va rentrer en compte, ce n'est pas la surface de toiture elle-même, mais sa surface projetée. Le type de toiture également, parce que suivant la nature du type de toiture, on va avoir des coefficients de ruissellement qui sont différents. Et également, un point important, c'est la complexité du réseau d'acheminement qui fait que, effectivement, ça peut être plus ou moins compliqué d'acheminer tout dans la cuve. Donc, il faut bien avoir conscience de tous ces problèmes, surtout lorsqu'on est sur des patrimoines un peu compliqués. En ce qui concerne les besoins et les usages, si on veut intervenir sur un bâtiment existant, il est indispensable d'avoir un diagnostic des consommations avant le projet. Et si on est sur des bâtiments neufs, on n'a pas de consommation existante, mais alors il faut faire recours à des ratios de consommation, mais là il faut être très prudent parce que c'est vraiment le point, je veux dire, faible souvent des simulations, c'est-à-dire une désignation erronée des consommations, des besoins visés. Et il faut prendre en compte effectivement la fréquence et la saisonnalité des usages, effectivement, parce que ça va conditionner une part de la simulation. Voilà. Certains usages sont saisonniers, d'autres sont, par exemple, si vous remplissez des camions avec de l'eau, savoir à quelle fréquence vous faites ça, pour bien les désigner dans la simulation, pour ne pas avoir de surprise ensuite en réalité. Et ensuite, on met en relation les ressources et les besoins, et ça peut conduire à prioriser éventuellement des usages et à revoir à la baisse, dans certains cas, les usages que l'on veut substituer. Sur l'étude économique et financière, il y a un certain nombre de données qui sont nécessaires d'avoir pour faire un calcul économique. C'est les besoins annuels moyens assouvis par l'installation. Pourquoi je dis moyens? Parce que en fait, une simulation ne va jamais vous donner la réalité de ce qui va se passer l'année prochaine. Cette année, par exemple, il a beaucoup plu, il pleut d'ailleurs encore beaucoup.
Il y a d'autres années où il pleut moins. Donc on peut pas, tout ce qu'on peut faire avec la simulation, c'est dire un comportement un peu moyen tendu, hein, à partir d'un certain nombre d'années qu'on a pris. En revanche, on peut pas prédire l'avenir. Voilà. Et donc le prix local de l'eau et de l'assainissement est un élément essentiel, on l'a déjà dit, puisqu'il est très variable d'un endroit à l'autre. Le coût de construction de l'installation, le coût de fonctionnement, c'est souvent un aspect négligé. Hein, or, une installation a quand même besoin de coûts énergétiques, de consommables et d'opérations de maintenance. Et également, regarder s'il existe des subventions et des aides sur le sujet. Il n'existe plus aujourd'hui des crédits d'impôt sur cette question-là. Mais il y a des aides qui existent, mais qui sont très variables d'un territoire à l'autre. C'est pourquoi il est difficile d'en faire. Premièrement, elles sont très variables d'un endroit à l'autre, et puis ça change d'une année à l'autre. C'est pourquoi dans le guide, on ne s'est pas lancé dans un descriptif de ces différentes subventions, puisque le temps qu'on le publie, certaines, ce ne sera plus d'actualité pour certaines, et d'autres choses manqueraient. Après, on a regardé deux exemples mais indicatifs, c'est ça qui est important. C'est toujours très délicat lorsque dans ce genre de travail, on a toujours peur que les chiffres soient repris. C'est pour ça que là, je n'aimais pas comme étant une vérité absolue, alors que je viens de vous indiquer qu'il y a tout un ensemble de critères qui sont très importants pour la variabilité. Alors, quand même, on peut dire que chez un particulier, dans un cas, une configuration normale où c'est une opération où la motivation économique est insuffisante pour justifier le choix, parce que le retour sur investissement quand même, peut être assez élevé. Chez un industriel, souvent, par contre, c'est le moteur de la motivation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des temps de retour en fonction des usages. Et il y a un cas particulier qui peut concerner le particulier, hein, qui est la mise en place obligatoire de dispositifs de rétention dans le cadre de PLU. Et dans ce cas-là, ça peut être l'occasion de mettre ces fameuses cuves double fonction dont je parlais, et où là, dans ce cas-là, l'économie globale du projet peut être beaucoup plus intéressante. Alors, ce qui est important sur le point comment réaliser son projet, c'est la question il faut savoir déjà les fonctions attendues d'une installation. Et puis après, il y a quelques concepts précis de conception. Voilà, bon, je ne vais pas aborder tout, je vais juste regarder des aspects plus précis. Mais là, il y a quelque chose de très important, en tout cas, c'est qu'une installation repose sur 5 fonctions. Une fonction de collecte, hein, et donc voilà, de plus en plus, je pense qu'on va aller dans des bâtiments dans lesquels on va réfléchir aussi à ça. On est encore trop dans une logique où on pense l'utilisation de l'eau de pluie qu'une fois qu'on a déjà défini la toiture. Je pense qu'on va de plus en plus aller vers quels sont les matériaux les plus pertinents, est-ce qu'il faut mieux, voilà, par rapport à cet usage-là. La collecte, c'est non seulement la toiture, hein, la surface de collecte, mais c'est aussi l'acheminement. Et donc tous les réseaux qui amènent jusqu'au stockage, finalement, sont à penser avec des questions de pente qui soient suffisantes pour éviter qu'il y ait des stagnations, parce que les stagnations, c'est à la fois de la perte hydraulique, mais surtout, ça peut conduire à affecter sensiblement la qualité de l'eau, hein, parce qu'il se développe des choses au niveau des stagnations. La question du traitement qui se développe, qui se décline à la fois en termes de tamisage en amont de la cuve et voire une filtration qui peut être en amont, en aval, et des traitements complémentaires, hein, évoqué notamment en cas de lavage de linge, il faut de toute façon un traitement adapté, même si ce terme en tout cas c'est requis qu'il y ait un traitement. Le stockage, il y a différentes modalités de stockage, hein, il peut être aérien, intérieur, ou intérieur, c'est dans un garage, ou enterré, et que le choix va dépendre de la configuration, c'est aussi un choix économique, hein, c'est pas les mêmes coûts de mise en œuvre. La distribution, donc là, effectivement, il faut un circuit spécifique et un appoint éventuel en eau potable s'il y a des usages intérieurs, avec disconnexion, j'insiste sur ce point, parce que c'est effectivement un point que je pense qui est bien détaillé dans l'arrêté et également dans la plaquette qui a suivi, mais qui demeure le point quand même, un point tout à fait sensible. Enfin, il faut une signalisation, une installation ne peut pas fonctionner sans signalisation, qui est destinée à la fois aux usagers et aux intervenants techniques. Voilà, de sorte à assurer l'utilisation de l'installation en sécurité et dans le temps. Donc la question de la traçabilité dans le temps est très importante, parce que il faut
faut qu'un intervenant qui n'a pas été là au moment de la conception est appelé à intervenir sur l'installation ne commette pas, comment dire, par exemple, un piquage sur le puits en croyant que c'est l'eau potable. Voilà. Alors, dans le guide, vous trouverez un ensemble de configurations illustratives qui jouent essentiellement sur 3 paramètres. Le type et la localisation du stockage, le type d'usage, est-ce que c'est intérieur et extérieur, et la destination du trop-plein. Il y a aussi le type du bâtiment, parce qu'il y a un exemple de bâtiment industriel, mais c'est surtout ces 3 points qui sont... Voilà, on a regardé le cas d'un stockage en terrain d'usage extérieur, infiltration du trop-plein, stockage en sous-sol, usage intérieur et extérieur et trop-plein, rejeté réseau. On voit un peu comment ces différentes fonctions s'articulent entre elles dans ces différentes configurations. On a mis un exemple de stockage en terrain double fonction, pour que justement on comprenne bien le mode de fonctionnement de ces dispositifs. Et voilà, et la solution, je dirais, la plus primaire, qui est d'ailleurs évoquée dans la plaquette aussi, c'est le stockage aérien extérieur pour un usage extérieur seul, avec un trop-plein relié au réseau, ou d'ailleurs qui pourrait être relié ailleurs, mais en cas d'espèce relié au réseau. Et donc le cas d'un bâtiment industriel où le stockage est intégré, usage intérieur, et un trop-plein relié au réseau. Alors, là, juste un point relatif à la question qui a fait l'objet de nombreux débats au sein du groupe de travail, c'est sur la question de qu'est-ce qu'il fallait entendre par traitement adapté pour le lavage de linge. Alors, bon, le groupe de travail n'a pas vocation à se substituer, comment dire, à compléter une réglementation qui doit l'être. Aujourd'hui, il y a un problème de définition, ça a été évoqué, d'insuffisance ou quoi, il y a un statut transitoire, je dirais, avec cette idée d'expérimentation. Mais le groupe a réfléchi sur ce que pouvait être un traitement adapté pour le lave-linge. On a considéré que finalement qu'il était important pour ce type de dispositif d'installation d'avoir des solutions qui soient robustes, voilà, donc qui limitent sans complètement les écarter les consommables. On a considéré également que il fallait que il y ait un traitement adapté au lave-linge et pas qu'il soit trop important parce que sinon il pouvait avoir un risque comment dire, de tentation d'utiliser aussi pour d'autres usages et c'est pas le cas, il faut qu'on s'arrête là. Et enfin, c'est pour le lave-linge, c'est-à-dire que c'est pour le linge, donc ça veut dire qu'il faut éviter qu'on fasse un traitement qui puisse être préjudiciable à la fonction de lavage du linge. Voilà. Donc l'ensemble de ces considérations nous ont conduit à dire qu'on pensait que ce n'était pas forcément pertinent d'avoir une désinfection, et on proposait une cartouche de filtration 5 microns plus une cartouche charbon actif. Bon, c'est une solution indicative, voilà, dans le vide un peu juridique actuel. Sur ce point, la DGS je sais pas comment dire, a priori, peut-être que Laure Grimbrich pourra s'exprimer davantage là-dessus, mais préconise plutôt des dispositifs à minima de désinfection. Donc il n'y avait pas tout à fait une convergence là-dessus, mais je dirais, la sortie un petit peu de cette problématique, elle est passée par, de toute façon, l'envie d'avancer sur le sujet, avec la saisine par la DGS auprès de l'ANSES sur cette thématique. Voilà, il a été mis en place un groupe de travail, utilisation de l'eau de pluie pour le lavage du linge. On attend maintenant les résultats de ce groupe de travail. Il n'est pas possible, moi je ne suis pas en mesure de vous dire la façon dont les travaux de l'AST vont être pris en compte par ce groupe de travail ou pas. Préconisation de mise en œuvre. Bon, ce qui a été fait, c'est qu'on a rappelé pour chacun, on s'attelle à rappeler et à détailler pour chacune des 5 fonctions d'installation, finalement, les points à respecter lors de la mise en œuvre. Donc, les DTU qui existent, les recommandations jugées complémentaires, jugées importantes pour le groupe de travail, par le groupe de travail. Et on a mis des préconisations complémentaires, par exemple, en cas de végétation importante autour du bâtiment, il peut être tout à fait intéressant de mettre en place des grilles de protection des gouttières. Ça évite que les feuilles se dégradent dans les gouttières et viennent affecter la qualité de l'eau. Voilà. Et là,
dans la partie exploitation, finalement, on a réinsisté beaucoup sur la distinction entre surveillance et maintenance, en indiquant de façon systématique pour chacune des fonctions, on a préalablement indiqué ce qu'il fallait vérifier et la périodicité concernée et les opérations effectuées. Et on a fait une synthèse sous forme d'un tableau présentant par fonction et l'élément concerné l'ensemble des tâches à mener et leurs fréquences associées. Ça se présente comme ça, alors je vous invite à le regarder, vous voyez. En gros, on a repris un peu ce qui était dit dans la plaquette, mais de façon beaucoup plus exhaustive. Et voilà pour cette question de cette phase d'exploitation que l'on juge absolument essentielle. Hein. Il ne faut pas croire qu'une station de récupération de pluie, une fois que c'est conçu et mis en place, ça marche tout seul. Voilà. Bon, moi je propose qu'on s'arrête là. Éventuellement, s'il y a... il y a encore une minute. Je peux... Bon, alors, on me dit de continuer. Donc, je vais vous présenter quelques retours d'expérience dans des cas de figure. Alors, ils sont assez anciens, mais je pense qu'ils sont tout à fait intéressants et instructifs. Voilà. Alors, un cas d'un lotissement dans une commune près de Rennes, où il a été décidé de doter finalement chaque lot de terrain avec une cuve de récupération de pluie et proposer aux acquéreurs de terrain, avant la construction, d'acquérir également un dispositif subventionné en partie par la mairie pour l'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur du bâtiment. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'on avait 28 parcelles et on s'aperçoit que cette option, elle a été quand même sollicitée par un certain nombre d'habitants. Ils n'étaient pas obligés, ils étaient obligés d'acheter un terrain. Donc, si vous voulez acheter un terrain dans ce lotissement, il y avait forcément une cuve, mais ils n'étaient pas obligés d'acheter le kit intérieur. Et là, donc 18 sur 28 qui l'ont fait. Alors, après, là, alors, juste un petit point, cette opération elle a été faite avant la production de l'arrêté. On s'aperçoit à ce moment-là, effectivement, que la dispositif de disconnexion qui a été mis en œuvre, c'est une disconnexion BA, donc c'est pas réglementaire aujourd'hui, mais à l'époque, on est en avant, donc on est encore à une époque très réglementaire. On a un dispositif de filtre extérieur qui est assez intéressant, qui est dit auto-nettoyant, c'est-à-dire que l'eau de toiture arrive, les éléments, feuilles, etc., sont orientés sont évacués, alors que l'eau de pluie traverse finalement le tamis qu'on voit, là, de gauche, de droite, pardon, et pour rejoindre le stockage. Donc on rappelle à cette occasion, ce retour d'expérience montre qu'effectivement le principe de disconnexion souhaitable est maintenant obligatoire. C'est un principe de disconnexion de type AA ou AB, tel qu'indiqué en bas à droite. Voilà, et donc bien veiller finalement lors d'installation que ce principe soit respecté. Voilà, une notion qu'on peut retenir. Alors, ce qui est très intéressant dans cette opération, c'est qu'on s'aperçoit que le lotissement est une échelle pertinente pour aborder ces questions, parce que ça permet d'avoir une approche globale de l'eau, même si le dispositif est à la parcelle. Effectivement, en faisant ce type d'opération de manière systématique, on a évité la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sur le site. Hein. Les eaux, les trop-pleins des différentes cuves sont évacués vers le fossé en bordure de voirie. C'est tout ce qu'il y a. Après, un autre point intéressant, c'est qu'on a un acteur intermédiaire qui maîtrise un standard qui est mis en place. Donc, on sait partout le type d'installation, le type de dispositif qui est mis en place. Bon, il y a d'autres opérations dans lesquelles, comment dire, on dit sur le lotissement, vous pouvez mettre une récupération. Quoi vous faites, vous êtes obligé de mettre la récupération de pluie. Mais si c'est pas maîtrisé par un acteur, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ça dépend de la parcelle. Et là, il y a un problème d'information qui est difficile. Un autre point intéressant, c'est qu'il y a eu une mise en place systématique d'un jeu de 2 compteurs et de modalités pratiques de suivi. Et donc, ça a permis, de connaître des performances et mettre quelques actions correctives en cours d'opération pour améliorer ces performances. Après, il y a un souci qu'on a rencontré dans ça, c'est que la localisation du bloc de pompe, là, vous voyez, il s'est collé au mur, en fait. Et
Et en plus, là, on est dans le cadre d'un dispositif où à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, finalement, on a, comment dire, une mise en place de la cuve. Moi, j'avais rencontré une personne sur place, elle me disait, est-ce que vous êtes content de l'installation? Elle me dit, ah, moi, ça me plaît pas du tout, parce que maintenant, mon mari me crie dessus à chaque fois que je vais aux toilettes la nuit, parce que forcément, je tire la chasse d'eau, ça fait du bruit. Donc, l'intérêt du retour d'expérience, c'est aussi des détails comme ça, comment on peut éviter ces nuisances qui font que le problème d'acceptabilité de ce type de technique, finalement, peut surgir. Donc là, notamment, ça peut être de mettre les blocs de pompe au sol plutôt que sur un mur, et on verra qu'il y a d'autres solutions encore plus efficaces. Un autre exemple, à Troyes, une résidence universitaire, où là, ça illustre bien la tendance, je dirais, que j'évoquais, de changement de regard par rapport à l'eau de pluie dans les approches architecture urbanisme, où on utilise l'eau de pluie pour deux usages, à la fois les toilettes et d'autre part pour faire une animation. Vous voyez, c'est un ensemble de deux bâtiments qui sont parallèles, qui forment une espèce de portion de camembert là. Comment on fait là pour mettre la flèche? Comme ça, non, à droite. Voilà. Là, vous voyez, c'est ces deux bâtiments. Et au milieu, il y a un petit jardin. Et en fait, ce qui a été réalisé, c'est qu'il y a une rigole au milieu. Et puis, une partie de l'eau de pluie qui est collectée sur les deux toitures va alimenter cette rigole et une petite cuve et va faire que, au cours de la pluie, dès lors qu'il pleut suffisamment, et après cette pluie, tant qu'il y a suffisamment d'eau dans cette petite cuve, on a une petite rivière qui coule au milieu. Alors l'échelle du bâtiment n'est peut-être pas l'échelle la plus pertinente pour assurer une visibilité comme ça du retour de l'eau plus en ville, mais c'est cette idée comme qu'elle témoigne d'un changement de culture qui me semble intéressant. Autre point qui est intéressant dans cette expérience, c'est le fait que justement on met en place un dispositif standard, une société qui faisait que de l'utilisation de pluie, donc c'est une technique maîtrisée. On associe une vessie d'expansion au bloc de pompe, ce qui fait qu'en fait on optimise le régime des pompes, c'est-à-dire que par rapport au problème de la dame de tout à l'heure là, en fait la pompe ne se met pas systématiquement en route à chaque fois qu'il y a un usage, hein. Ça se met il y a une définition haute et basse de pression dans la vessie d'expansion qui fait que effectivement on a un fonctionnement optimisé. Et enfin, on voit le filtre, l'étiquetage qu'il a réalisé. Et dernière idée intéressante, c'est que c'est pas parce qu'on utilise l'eau de pluie qu'on ne réfléchit pas aux économies d'eau, et on économise même l'eau de pluie, puisque finalement les toilettes qui sont utilisées sont des toilettes qui utilisent 2 et 4 litres, hein, et pour lesquelles d'ailleurs il y a besoin de faire ensuite ce qu'on appelle un water saving system, qui fait que pour éviter qu'on ait des problèmes de dépôt de matière dans les réseaux horizontaux, on remélange les eaux sorties de toilettes avec les eaux sorties de douche pour avoir on utilise des siphons pour pouvoir éviter ces dépôts dans les réseaux qui sont trop. Voilà. Ce genre d'expérience est intéressante parce qu'on voit que la récupération d'eau de pluie s'insère dans une démarche plus générale d'économie d'eau, et ça c'est important, hein. Il y a des équipements hydroéconomes qui sont mis, hein. C'est aussi, ça s'insère dans la logique d'une valorisation architecturale de l'eau, et dans l'idée de recourir à un dispositif intégré clé en main, c'est-à-dire qu'on n'essuie pas les plates d'un dispositif qui n'aura pas fonctionné, qui aura pu rencontrer un problème aussi d'expérimentation. Là, par contre, la petite faiblesse qu'il y avait dans cette opération, c'est qu'il manquait un suivi quantitatif. Et les différents composants de l'installation étaient dans un local qui faisait aussi chaufferie, et ils n'étaient pas bien regroupés, de telle sorte que c'est pas forcément évident de comprendre comment l'installation fonctionne. Voilà, on me dit que le temps a été coulé. Donc, mais tout ça, je voulais à travers ces exemples déjà vous montrer un peu la richesse d'éléments que l'on pouvait sortir de retour d'expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces présentations très riches, et j'espère qu'ils vous ont pu permettre de comprendre un peu mieux le sujet. J'ai pas mal de questions. Alors,
Je remercie tout d'abord Céline Geste et Anthony Borel qui ont tous deux réagi vivement et ont partagé le lien d'accès pour la plaquette. La plaquette que donc vous pouvez cliquer indirectement sur le lien, vous arriverez directement sur Internet. Daniel Gill, bonjour. En tant que collectivité, nous souhaiterions réutiliser l'eau de pluie de voirie. Est-ce exclu par la réglementation? Alors, l'eau de pluie des voiries n'est pas encadrée à l'heure actuelle, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que dans le domaine d'application, on était sur des eaux issues de toitures et des toitures, en plus de ça, inaccessibles. Donc, je ne dirais pas que c'est exclu forcément, c'est-à-dire que c'est pas encadré réglementairement actuellement. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les eaux de pluie de voirie, c'est pas en fait, enfin, nous c'est ce qu'on appelle plutôt là on est plutôt sur du pluvial, on n'est pas sur de l'utilisation d'eau de pluie en tant que telle, on est vraiment sur du pluvial. Il y a une réglementation spécifique qui s'applique au pluvial, et pour en particulier parce que c'est des eaux qui sont quand même potentiellement beaucoup plus chargées que les eaux de pluie qui découlent des toitures. Et là on est vraiment sur voilà, des eaux potentiellement chargées en polluants de carburant, de voitures, etc. En polluant tout ce qui est contamination, micro-organismes, bactériens, dus à tous les passages, aux animaux, enfin voilà. Donc je dirais pas que c'est complètement exclu, mais c'est qu'il y a un autre règlement qui s'applique à ce type d'eau et potentiellement, enfin, voilà, je pense qu'on a déjà assez suffisamment d'eau de pluie pour utiliser avec tout ce qui est toiture avant de s'attaquer à tout ce qui est voirie et des eaux potentiellement très chargées quoi, au niveau sanitaire. Oui, en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça va dépendre du type de voirie aussi. C'est-à-dire que la qualité de l'eau de pluie, il peut y avoir effectivement des voiries, quand elles sont fortement passantes, type autoroute, etc., effectivement, on risque d'avoir des charges polluantes qui sont très difficiles à gérer. Donc ça dépend déjà du type de voirie, même si on reste dans un cadre non défini aujourd'hui. Ça dépend également de l'usage. Qu'est-ce qu'on entend par usage? De fait, dans la gestion des eaux pluviales, il y a plusieurs façons de gérer les eaux pluviales qui font que certaines peuvent être considérées comme des usages, notamment des usages comment dire, paysagers. Donc, si maintenant on rentre dans la question de l'utilisation via un réseau, là, ça posera d'autres questions, mais on peut tout à fait imaginer qu'on crée une mare alimentée par des eaux de ruissellement, ça se fait, quoi, et qu'il y ait une activité de promenade autour de cette mare. Alors, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à ce type d'usage et qui sont, comment dire, qui relèvent effectivement de la réglementation liée aux eaux pluviales. Donc, c'est aussi la définition de l'usage, je pense, qu'il y a à voir. Donc, qui concerne l'utilisation d'une eau de pluie de voirie très forte, très faiblement, si par exemple ça serait une voirie piétonne, il se posera de toute façon la question de quel type de pollution va se trouver dessus en raison des fréquentations. On va quand même risquer d'avoir des déchets qui sont jetés, donc il faudra opérer un dégrillage, il peut y avoir des chiens, etc. Donc ça peut créer quand même un certain nombre c'est pas forcément exclu, mais je pense que ce sera une balance à faire entre usage et comment dire, et ressources. Et ça, je pense qu'effectivement, ça doit impérativement, par contre, être discuté avec l'Agence régionale de santé. Et juste pour compléter, là on parle de l'eau de pluie, mais il y a d'autres types de réutilisation des eaux. Pour rappeler, il y a aussi réutilisation des eaux usées traitées avec un certain nombre d'usages, notamment tout ce qui est irrigation, arrosage, type espace vert, etc. Donc je pense que l'utilisation d'eau de pluie doit être aussi envisagée avec les autres types d'utilisation potentielle, que ce soit des eaux brutes de cours d'eau de surface ou des réutilisations d'autres types d'eau, notamment l'eau usée traitée dans le cas de stations d'épuration et de collectifs. Ça peut être également envisagé.
Raouf Nouma, le retour d'expérience a montré que la réutilisation d'eau de pluie n'est pas, entre guillemets, rentable dans le collectif. Votre avis? Peut-être Monsieur de Gouvelot, un avis Je ne sais pas très bien d'où Monsieur Raouf sort ça. C'est assez difficile, je dirais, d'avoir un bilan, comment dire, exhaustif et satisfaisant sur cette question-là, parce que ça va dépendre énormément, ça va dépendre de plusieurs choses. Dans l'individuel, on peut dire qu'effectivement, c'est pas super convaincant et qu'il faut s'appuyer sur des ressorts d'autres natures, sauf hormis le contexte très particulier d'une contrainte de type PLU obligeant de toute façon à faire la rétention sur place. Dans le cadre du collectif, ça va dépendre du bien considéré, en fait, et d'une part, et puis aussi, on peut dire que il y a toute une phase d'apprentissage qui fait qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations qui se sont révélées un peu décevantes parce que l'installation était mal conçue, il y a eu des surcoûts, il y a eu des voilà, donc ça a pu décourager un certain nombre d'acteurs. Maintenant, je pense que notamment avec ce cadre réglementaire qui est défini, c'est il y a beaucoup de choses, de surcoûts qui peuvent être évités, mais de toute façon, la réponse à cette question, il m'est très difficile de la faire, étant donné le caractère extrêmement contingent, comment dire, de la rentabilité d'installation, eu égard à ce que j'ai évoqué, le prix de l'eau locale, la pluviométrie, donc la taille de la cuve, et puis les options prises aussi, techniquement, pour stocker cette eau, les usages visés, voilà quoi. Il y a des opérations qui sont rentables, entre guillemets, d'autres qui le sont moins. Après, le dernier point que j'ai envie d'ajouter, c'est que cette question de poser en termes clairs, la question de rentabilité, c'est qu'est-ce qu'on entend par ça. Souvent, en fait, on a, on a un apport patrimonial par une installation qui fait qu'on n'est pas forcément dans une logique de, de retour sur investissement de projet. On peut dire, voilà, je considère que maintenant, je donne aussi à mon bien une valeur autre à partir du moment donné où j'ai une installation de récupération d'eau de pluie, c'est un investissement patrimonial. Mohamed Amjar, comment est calculée la redevance assainissement à payer? Alors là-dessus, je sais pas si on va vraiment rentrer dans ce détail-là, mais Sans rentrer peut-être dans le détail, en donnant une méthodologie ou... Elle est définie localement déjà. oui, voilà, c'est local, c'est du critère du syndicat ou du fermier qui assure la partie soit eau potable, assainissement, ou l'un des deux, ou en tout cas la partie assainissement. Et effectivement, il n'y a pas de méthodologie au niveau national pour définir cette taxe. C'est effectivement local qu'elle est prise en compte. Après, elle se base forcément déjà sur les dispositifs qui ont été déclarés en mairie, puisque on sait bien, on a quand même, je disais tout à l'heure, un cadre réglementaire pour la déclaration de tels dispositifs. Après, on sait que tous les dispositifs ne sont pas forcément de façon systématique déclarés en mairie. Là-dessus, on a un travail à réaliser, notamment auprès des services de l'État en déconcentré, à la fois sur les dispositifs d'utilisation d'eau de pluie, mais également sur tout ce qui est, je disais tout à l'heure, forage et puits. Là, on a pas un problème, mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus sur la déclaration en mairie, puisque c'est à partir de cette déclaration que le syndicat pourra après récupérer un certain nombre de données pour établir la taxe partie assainissement, après, selon un certain nombre de critères, notamment l'évaluation de la quantité d'eau de pluie qui va être utilisée, notamment. Et puis après, je pense qu'ils peuvent également évaluer, mais c'est tout ça en local et selon les critères locaux. Voilà, en fonction de ce qui est prélevé par rapport au réseau eau potable, ce qu'ils estiment qu'il faut provenir de la part eau de pluie, quoi. Mais c'est vraiment du local là-dessus, on n'a pas de méthode au niveau national. Il y a deux modalités possibles, en fait. Il y a une modalité forfaitaire ou une modalité qui passe par du comptage. La problématique de la modalité qui passe par du comptage, c'est qu'en fait, généralement, lorsqu'on a une utilisation une installation de récupération et utilisation de l'eau de pluie, en fait, cette eau, elle recouvre des usages intérieurs et extérieurs. Et du coup, c'est difficile de discriminer la partie de l'eau
de pluie qui reva vraiment dans le réseau. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'expérience de mise en place de ce type à ma connaissance, hein, de ce type en tout cas sur l'eau de pluie. Et ça, il me semble que ça passe plutôt par des mesures forfaitaires. Alors, Mohamed Amjar revient sur le schéma que vous aviez présenté en page 29. Il n'était pas très lisible. Je pense que vous pourrez peut-être le fournir. Il est lisible dans le document de guide ASTE qui est gratuit sur le site de l'ASTE. Hein. Alors, justement, pour rebondir sur cela, j'allais en parler à la fin. Vous avez en bas de l'écran un onglet qui s'appelle Info ASTE où vous pouvez retrouver à la fois le lien pour télécharger le guide, à la fois le lien pour consulter toutes les productions de l'ASTE, et puis si vous ne connaissez pas l'ASTE, hein, cela peut arriver, vous pouvez découvrir quelle est cette association avec le troisième lien. À gauche, vous avez également les prochaines formations proposées sur le réseau eau. La prochaine étant le 23 juin, dans 2 jours, où vous pourrez observer ce qu'est un observatoire de l'eau potable en Ille-et-Vilaine, du moins le retour d'expérience du SMG 35. Mohamed Amjar à nouveau. Pour l'estimation des données pluviales, est-ce que l'on peut se baser sur des méthodes type utilisation des coefficients de Montana fournis par la Météo France? C'est une question un peu plus technique, Monsieur de Gouvelot. Il faut comprendre que l'utilisation de l'eau de pluie répond à une logique différente de la gestion des eaux pluviales. Lorsqu'on est dans une approche de gestion des eaux pluviales, en fait, on est dans une logique de dimensionnement qui vise à gérer des événements d'une certaine intensité. Lorsqu'on est dans la logique de l'utilisation de l'eau de pluie, on cherche au contraire à voir la quantité d'eau qu'on peut réutiliser, qu'on peut stocker. Donc la place accordée à ces événements un peu plus extrêmes n'est pas du tout est complètement marginale, quoi. C'est pas on s'en fiche. Donc c'est pas la bonne méthode que de passer par les méthodes classiques de dimensionnement des ouvrages il faut faire une simulation mais qui est relativement simple, dans lequel on a, et c'est expliqué d'ailleurs dans le guide, dans lequel on considère un stockage qui a un certain volume et dans lequel il y a une arrivée d'eau qui est chaque jour qui est liée à la quantité d'eau qui est tombée sur le toit qui est connecté à l'installation avec un coefficient de perte lié à différentes choses. Et puis ceux qui sortent de la cuve, soit par soutirage, soit par le fait qu'il y a trop d'apport dans la cuve, donc on a une fuite par le trop-plein. Et on regarde finalement en moyennant, en totalisant sur l'année, finalement, au regard de ce qu'on souhaitait, quelle est la quantité d'eau de pluie qu'on a pu utiliser. C'est vraiment une logique complètement différente. Fanny Herblot, nous avons été sollicités par un centre de stockage de déchets qui souhaite récupérer les eaux pluviales pour le lavage des camions. Quelles eaux doit-il récupérer? Toiture seule? Voirie? Quel traitement doit-il mettre en place? Filtration, tamisage, débourbeur, déshuileur. L'architecte préconise à l'industriel un stockage d'eau pluviale équivalent à 15 jours de consommation. Est-ce pertinent vu le coût de l'installation et de l'entretien? Alors c'est peut-être un cas très particulier. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre contact directement avec Monsieur de Gouvelot ou peut-être quelqu'un d'autre du groupe de travail. On peut en parler, ça, effectivement. Premier commentaire. L'idée déjà faut voir déjà quelle est la surface de toiture disponible. Parce que effectivement, si cette surface de toiture est insuffisante au regard des usages, se posera la question, de solliciter d'autres surfaces. Et donc, dans ce cas-là, on sortira du cadre réglementaire. Donc, on rentrera dans une procédure où il faudra solliciter l'Agence régionale de santé pour savoir si le projet est faisable et à certaines conditions. Voilà. Si on reste dans l'utilisation des eaux de toiture, a priori, je pense que vos toitures sont inaccessibles, donc ça devrait être possible. Après, le dimensionnement, effectivement, ça c'est, il faut bien désigner,
le besoin. Et donc la fréquence, donc la fréquence de lavage des camions. Voilà quoi, il y a tout un ensemble de points qui sont délicats et qui sont essentiels, parce que la sensibilité de votre simulation va complètement dépendre de la scénarisation que vous faites des usages. Et donc si elle est faite correctement, vous aurez une donnée fiable, sinon vous risquez d'être déçu. Un dernier point sur lequel j'attire votre attention aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de préconisations dans le type d'installation. Quand on fait faire récupérer de l'eau comme ça pour des usages, il faut, je pense, c'est très important de mettre dans la boucle de la conception les usagers, c'est-à-dire les gens qui vont remplir ces camions. Parce qu'on a des retours d'expérience dans lesquels, effectivement, la façon dont ces camions sont remplis, bon, ben, ça va poser des problèmes particuliers en termes de pression. C'est pas forcément la même pression que la pression de réseau. Donc, il faut que les robinets soient à la même hauteur, ou en termes d'accessibilité, bref, tout un ensemble de choses qui font que l'usager, la personne qui est responsable comment dire, voit pas dans l'arrivée de ce type de technique alternative une contrainte supplémentaire qu'on lui impose, sinon il risque de poser une résistance. Et juste, c'est l'occasion justement d'évoquer pour tout ce qui est usage industriel, et notamment utilisation à l'intérieur de bâtiments industriels. On a l'Agence régionale de santé, mais on a aussi tout ce qui est direct, donc lié aux travailleurs, puisque là on est sur potentiellement une exposition de travailleurs. Et rappelez que dans le cas d'une exposition de travailleurs, là on est sur le code du travail et potentiellement des prescriptions qui peuvent être autres et qui là ne sont pas forcément, qui sont pas liées à l'Agence régionale de santé, mais au direct, donc au niveau local, qui prennent en charge tout ce qui est risque travailleurs. Alors, Madame Grand-Emmerich, bonjour. Une question, je pense, qui s'adresse à vous, d'Anthony Borel. Pouvez-vous réexpliquer la notion de carnet sanitaire et qui contrôle aujourd'hui ce carnet? Alors, la notion de carnet sanitaire, je pense qu'elle est quand même assez détaillée dans l'arrêté, qui indique là, c'est l'article 4, hein, qui indique justement ce qu'il doit contenir, les éléments qu'il doit contenir. Donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail de ces éléments, hein, mais c'est notamment à la fois des éléments sur la personne responsable, à la fois des éléments sur les équipements en eux-mêmes, tout ce qui est réseau, tout ce qui est vérification et suivi. L'objectif, c'est d'avoir au sein d'un même carnet l'ensemble des informations qui puissent après être mises à disposition de la personne qui contrôlera les installations et donc qui est personne responsable du contrôle de ces installations. Qui, après, c'est au niveau local, puisque ça peut y avoir différents types de personnes en fonction de comment est géré notamment les installations d'eau potable, d'assainissement, etc. Et bon, voilà. Après, une personne de l'État qui contrôlera. Tout à fait. Et donc qui est carnet sanitaire qui doit être effectivement mis à jour et mis à disposition de cette personne qui contrôlera les installations. Voilà. Nicolas Flamand, l'utilisation de l'eau dans le cadre de l'irrigation de micro-maraîchage de production alimentaire doit-elle répondre aux normes d'installation qui viennent d'être présentées? Alors, je suppose que Nicolas Flamand fait référence à les normes, ça doit être la norme AFNOR que vous avez présentée peut-être. Micro-maraîchage, personnellement, je ne vois pas forcément à quoi ça correspond. Est-ce que c'est du maraîchage qui est distribué, enfin qui est en commun avec plusieurs habitants? C'est peut-être ça, les parcelles regroupées, j'imagine, ça correspond à ça. Monsieur Flamand, vous pouvez compléter votre question si vous le souhaitez. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'utilisation de l'eau de pluie est pas mal utilisée dans des jardins partagés. Restauration collective. À destination de la restauration collective. Alors, c'est très spécifique. Pour moi, on sort quand même du cadre dans les jardins associatifs, effectivement, chacun est responsable de sa production. Voilà. Et après, c'est une utilisation, chacun utilise sa propre production. Là, on est sur de la production qui va ensuite être utilisée à vocation collective. Et du coup, je pense qu'on sort quand même un peu du champ de ce qui avait été défini dans l'arrêté. On était plus, nous, sur du domestique, enfin, de l'usage de la personne qui crée sa production, en fait. L'alimentation, mais
pour la personne qui crée la production. Donc là, sur du collectif. J'imagine qu'il doit y avoir une réglementation spécifique, la traçabilité des produits qui arrivent en restauration collective. Et que je ne sais pas si ça peut être compatible ou pas avec. Là, j'avoue, ça sort pour le coup complètement de mon domaine de compétences. Gabriel Laurent, et puis ce sera la dernière question. Au-delà de la récupération via la toiture, est-il possible d'envisager une récupération des eaux de pluie dans des lotissements, alors, exemple cité, entre parenthèses, à travers des bétons poreux ou drainants au sol? Je pense notamment au cheminement et accès de garages à proximité. Merci. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On touche à la voirie, donc au risque de micropolluants, d'autant plus si on est à côté des garages. Oui, alors là, il faut relativiser parce qu'on n'est pas sur des voiries très fortement sollicitées. Ce qui est sûr, c'est qu'on sort du domaine d'application de l'arrêté. Et donc, c'est des projets qui doivent être de toute façon soumis à l'Agence régionale de santé. Après, je pense que ça suppose à minima une réflexion sur les traitements à appliquer aux eaux issues de voirie. Et puis certaines précautions particulières liées. C'est vrai que si vous avez le problème que vous pouvez avoir, c'est que vous avez des voitures qui fuient un peu d'huile, etc. Ça peut être embêtant. Mais on est au regard je dirais, on n'est pas dans une situation de voirie très fortement polluante. Ça c'est une voie d'accès de garage, c'est pas le. Mais de toute façon, on est en dehors du cadre de l'arrêté. Donc il y a aussi la question de la proportion que ça va la part que ces surfaces vont représenter au regard de l'ensemble des toitures. Est-ce que déjà se poser la question, est-ce que si je récupère que les toitures, est-ce que c'est pas suffisant? Si j'ai vraiment besoin d'une surface complémentaire, est-ce que j'ai besoin de toutes ces voiries? Est-ce que je ne peux pas discriminer les voiries en fonction justement de certains passages qui sont des endroits qui sont que piétonniers par exemple? Ou voilà. Je pense qu'il faut réfléchir avec cette question que quand même, plus on met la route, plus il y a des problèmes à traiter et des autorisations demandées. Voilà, merci beaucoup donc à vous deux. Ah, voilà. Il nous reste 2 questions. Je vous invite à les poser sur le réseau. Il est midi. Je vous remercie. Laure Grand-Emmerich, merci beaucoup. Monsieur De Gouvelot également. Et puis, je remercie également tous les participants qui ont pu participer aujourd'hui à cette conférence. Vous étiez plus de 50 et cela témoigne de l'importance du sujet.